C'est bon, on peut vous parler d'Avatar 3, de feu et de cendres, parce que pour une fois, on a pu vraiment le voir en avance, plus de 15 jours avant sa sortie, et bon, c'est bien normal, il y avait un embargo à respecter. Forcément, je trépignais d'impatience de vous en parler, mais ça m'a aussi donné le temps de bien décanter le nouveau film de James Cameron. Alors, nouveau chef-d'œuvre ou déception, c'est ce qu'on va voir. Bon, globalement, mon année 2025 a consisté à barrer chaque jour de mon calendrier en me disant que ça me rapprochait de la sortie d'Avatar 3. Au cas où vous auriez raté ma vidéo où je reviens en profondeur sur Avatar 2, La Voix de l'eau, c'est pour moi l'un des plus grands blockbusters de ces dernières années, voire l'un des plus grands films de la décennie, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Pour rappel, lorsqu'il s'est lancé dans la production des suites d'Avatar, James Cameron a développé en parallèle un gros département de recherche et développement pour ses besoins technologiques, tout en assurant l'écriture des différents scénarios d'Avatar 2, 3, 4 et 5. À partir de 2017, il a pu se lancer en même temps dans le tournage d'Avatar 2 et 3, qui constitue selon lui la fin d'un premier cycle de films. Et si le public répond présent pour De Feu et de Cendres, alors il pourra lancer Avatar 4 et 5 comme autre cycle et conclusion a priori définitive de la saga. Avatar 3 prend donc la suite directe de La Voix de l'eau, et ne laisse qu'une ellipse de 15 jours avec le précédent film. La famille Sully est en plein deuil de leur fils aîné Neteyam, et le film renouvelle pas mal ses enjeux à partir de cette plaie béante. Alors, pour le dire simplement, j'aime beaucoup Avatar 3, qui écrase aisément la concurrence en matière d'ampleur, d'ambition et de spectacle, surtout pour une année assez faible dans le domaine des blockbusters. Mais, y a un mais. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'Internet est indispensable pour notre rédaction et qu'on a besoin d'exploiter ses capacités à leur plein potentiel, sans jamais jouer avec le feu. Alors pour surfer en toute sécurité, on utilise CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo. Avec ses 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost VPN est la référence du marché, d'autant que ses 11 000 serveurs répartis sur 100 pays assurent une utilisation vaste et sécurisée. L'avantage majeur d'un VPN, c'est qu'il masque votre adresse IP, chiffre vos données et dirige votre trafic internet via un canal sécurisé. Autant dire que c'est bien pratique pour éviter toute tentative de piratage. Mais bien sûr, CyberGhost permet aussi d'utiliser une IP étrangère et donc de ne pas être limité par les restrictions de chaque pays. À vous donc les contenus bloqués de vos plateformes de streaming préférées comme Netflix, Disney+, ou Prime Video, et peut-être plus si vous n'avez vraiment pas froid aux yeux. Avec un seul abonnement à CyberGhost, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils sur n'importe quel système d'exploitation, y compris vos consoles de jeux. Et avec le lien en description, vous pouvez obtenir un abonnement avec une réduction de 83%, soit 2,03 € par mois. Et comme CyberGhost VPN a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7, tout est sans risque pour vous. Alors vous n'avez qu'à essayer, tester CyberGhost pendant 45 jours et vous faire rembourser si besoin. Alors utilisez le lien dans la description, téléchargez CyberGhost VPN et commencez à protéger votre vie numérique dès maintenant. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé sur un tel film, mais à la rédaction, on n'est pas tous d'accord sur Avatar 3. Et c'est pourquoi je vous recommande d'ailleurs la lecture du texte de Mathieu sur notre site, qui sera un peu moins clément que cette vidéo. Pour Alexandre, c'est l'opus de la saga qu'il préfère, en sachant qu'il n'est pas un immense fan d'Avatar à la base. Et de mon côté, j'avoue avoir ressenti une pointe, vraiment une légère pointe de déception, mais qui s'explique aussi au vu du piédestal sur lequel je mets le deuxième film. Et je tiens à dire maintenant que le reproche principal que j'ai à faire à Avatar 3 pourra être perçu comme une potentielle source de réconciliation pour ceux qui n'ont pas adhéré au rythme de La Voix de l'eau. Parce que pour être clair, Avatar 3 ne s'arrête jamais. D'un côté, ça prouve une nouvelle fois que Cameron n'a pas son pareil pour entretenir la fluidité de ses récits et surtout de sa mise en scène. Tout ce que j'ai dit dans ma vidéo sur Avatar 2 s'applique à nouveau. Vous avez toujours de multiples couches de plans pour ajouter un max de détails à décortiquer et le découpage des scènes est d'une sophistication absolue pour sembler limpide au spectateur. Sur les 3h15 de film, on ne s'ennuie jamais, en sachant que l'action y est plus présente. Mais d'un autre côté, ce que j'aime dans Avatar, c'est justement le temps que prennent les films pour pleinement nous immerger dans la biosphère de Pandora. J'adore quand Cameron s'attarde sur des gestes du quotidien, sur les interactions des corps avec l'environnement, et par extension, sur la façon dont ça exprime les idéaux, les contradictions et les dilemmes de ces personnages. Mais Avatar 3 a tellement de choses à raconter qu'il doit la plupart du temps aller à l'essentiel, et un peu moins se permettre ces petits moments de flottement qui me semblent fondamentaux. D'autant que pour moi, la grande réussite du film, ce sont ces scènes les plus intimes, ces moments où les non-dits d'Avatar 2 et l'aveuglement de Jake en particulier
éclate au visage des protagonistes. Neytiri était un peu en retrait dans Avatar 2 parce qu'elle était celle qu'on n'écoute pas. Et sa douleur en fait 7 fois le cœur émotionnel d'Avatar 3. Et il suffit à Cameron d'une séquence pour verbaliser toute la détresse de celle qui a aimé quelqu'un qui n'était même pas de sa propre espèce, alors qu'elle déteste viscéralement cette race humaine qui lui a pris sa maison, son père et maintenant un fils. Et peut-être même que ça impacte une haine de sa propre existence, voire une honte de ses enfants, qui ont tous un peu de ce sang humain au travers de Jake. Je vous jure que les 2 premiers Avatars me font toujours pleurer, rien que par l'expressivité folle de Zoé Saldana, mais alors là, Neytiri est définitivement ma reine. Et on peut voir à travers elle l'ambition première d'Avatar 3, complexifier ce rapport entre Na'vi et humains en ne faisant plus juste des extraterrestres une version supérieure et fantasmée de ce que nous sommes. Déjà, avec ce film-là, Miles Quaritch devient l'un de mes personnages préférés. Et confirme que sa résurrection dans La Voie de l'eau, tant critiquée par certains, fait totalement sens. Sa mémoire d'humain couplée à son nouveau corps de Na'vi en fait un véritable double de Jake Sully, tiraillé entre ces 2 identités et ces 2 espèces entre lesquelles il est contraint de naviguer. S'il suivait un parcours mythologique quasi similaire à son homologue dans Avatar 2, il a maintenant un sens de l'initiative qui le rend beaucoup plus imprévisible. Ce qui l'amène entre autres à chercher l'aide du fameux clan des cendres, les nouveaux venus de la saga, menés par Varang, l'antagoniste principal du film. Bon, dès les premières annonces, j'ai été très curieux de voir Cameron proposer ce renversement des valeurs, puisque le peuple des cendres a rejeté Eywa après qu'un volcan a détruit leur arbre maison. Oona Chaplin, que vous avez notamment vu dans Game of Thrones, tient à merveille ce personnage rongé par une autre forme de haine et par sa soif de pouvoir. Là encore, Cameron est à son meilleur quand il développe par petites touches ses stratégies militaires, ce qui comprend une attaque kamikaze, ou sa manière de détourner le savoir des Tsahik, les chamans d'Avatar, pour créer de puissants psychotropes. Ce que j'aime là-dedans, c'est que Quaritch ouvre une boîte de Pandore sans trop se rendre compte des conséquences, et engendre une dynamique de pouvoir entre lui et Varang qui ne cesse de bouger de scène en scène. Il y a, je pense, l'envie pour James Cameron et ses scénaristes de convoquer une certaine histoire de l'Amérique. Et ils sont chics pour armer des rebelles de façon inconsciente, alors que ça peut lui péter à la gueule à tout moment. Ce que je trouve assez génial pour un film tourné vers les cycles perpétuels et entretenus de violence et de vengeance. Mais cela étant dit, par rapport à tout le pataquès qui a été fait autour de Varang, j'espérais qu'elle serait un peu plus présente et un peu plus source de bouleversement dans le récit. En fait, je pense qu'Avatar 3 me confirme que j'adore le cinéma de James Cameron pour son sens du détail et sa maestria dans la gestion de chaque scène individuelle. Le plan micro du film si on veut. Et je dis ça parce que Varang a droit à certaines des meilleures scènes du film, à mon humble avis. Mais dans l'ordre plus macro du film, dans sa structure générale, je le trouve plus déséquilibré. Ce qui n'est pas beaucoup aidé par sa manière de répéter des idées, des plans et même des scènes des 2 premiers Avatars, quitte cette fois à créer un léger, et je dis bien léger, sentiment de redondance. Pour moi, au-delà de Varang, il y a un personnage qui en souffre particulièrement, et c'est Lo'ak. Le fils de Jake est voué à prendre le relais, et tout l'enjeu d'Avatar 2 résidait dans le fait que son père refusait de voir qu'il allait devenir le nouveau héros, voire un nouveau prophète, comme lui l'était dans le 1. Sans trop en dire, Lo'ak a sa propre quête dans Avatar 3, une quête qui l'amène pendant une bonne partie du film à être séparé des autres. J'aurais voulu en voir beaucoup plus. Et j'avoue que je comprends pas trop ces ellipses et ce hors-champ, parce que Lo'ak a en plus le privilège cette fois de la voix off, et marque ce passage de flambeau par rapport à Jake. Kiri, toujours brillamment incarné par Sigourney Weaver, a la chance d'être plus mise en avant, et le film explore ses origines et son potentiel d'une jolie manière, mais clairement, le vrai personnage central d'Avatar 3, c'est Spider. Et pour le coup, c'est l'humain au sein de cette perfection numérique qui permet à James Cameron de vraiment changer la donne. Là aussi, je ne vais pas trop en dire, mais si vous avez vu la 2e bande-annonce du film, vous savez sans doute que Spider est le sujet d'un miracle dans le film qui floute plus que jamais la frontière entre ce qu'est être humain et Na'vi. Et au fond, c'est l'arc le plus brillant que pouvait façonner la trilogie, pour obliger Jake à sortir de sa propre perception biaisée de ces 2 mondes qu'il ne peut pas être le seul à mélanger. Et à mon grand désarroi, ce miracle d'Eywa, ce n'est pas de voir Écran Large devenir multimillionnaire et totalement indépendant des GAFAM, mais on résiste comme on peut, et si vous voulez nous soutenir, le mieux c'est de vous abonner à notre site, qui nous permet déjà de continuer à vous proposer ce type de vidéos et nos podcasts gratuitement, mais en plus ça vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine, le lien
et dans la description. Pour en revenir à Spider, son importance dans le film est une transition parfaite pour parler technique, et vous savez que c'est mon dada. Parce que les interactions de ce vrai corps avec le reste de Pandora étaient déjà bluffantes dans Avatar 2, mais alors là, De Feu et de Cendre passe encore un cap. D'ailleurs, je soupçonne que le corps de Jack Champion est régulièrement refait, au moins en partie en CGI, mais le résultat est juste parfait et invisible. Ce qui est fou, c'est que malgré le tournage conjoint d'Avatar 2 et 3, on sent que les équipes techniques ont appris de la post-production de La Voix de l'eau pour encore repousser des limites. Les scènes de vol sont toujours plus vertigineuses et véloces, et c'est amplifié par le HFR, le défilement à 48 images par seconde, que Cameron réinstaure ici, et qui transcende la plupart des séquences d'action, en apportant une lisibilité qu'on devrait institutionnaliser, et je vous renvoie pour ça à ma vieille vidéo sur le sujet, où je bougeais encore plus des mains que maintenant. Je vous promets que j'apprends à me contrôler. Comme dans Avatar 2, on parle d'ailleurs de VFR, de Variable Frame Rate, puisque le film change entre le 48 images par seconde et le 24 images par seconde traditionnel, pour ne pas trop perturber les spectateurs. Mais ça joue sur le détail des performances, et je ne pense pas que ce soit un hasard si Avatar 3 se permet encore plus de gros plans sur les navis pour vraiment aller chercher toutes les subtilités dans leur jeu. Et puis cette 3D, bordel, de loin l'une des meilleures que j'ai jamais expérimentées. On la ressent, mais on finit par l'oublier. Tout comme la qualité générale des textures. Parce que j'ai vu sur Entertainment Weekly un super décortiquage que je vous recommande de la séquence avec les Wind Traders, ce peuple nomade qui voyage dans ce mélange de bateaux et de montgolfières. Dedans, il y a entre autres un commentaire de Richard Bainham, le superviseur des VFX du film, qui parle à un moment donné de ces effets de lumière sur le visage de leur chef Pelak, joué par David Thewlis. Et le truc est là. C'est tellement parfait qu'on finit par ne plus y prêter attention. Parce qu'au fond, quelles que soient mes réserves sur Avatar 3, je n'ai rien vécu de pareil au cinéma depuis le 2. Il n'y a rien que je chéris plus que ce sentiment de vertige et d'abandon total, d'enchantement qui me donne l'impression de redevenir un enfant qui découvre le monde, un autre monde. Et d'ailleurs, la scène de départ des Wind Traders est sans nul doute la plus belle séquence que j'ai pu voir cette année sur un écran de cinéma. C'est un vrai départ à l'aventure. Magique, détaillé, un appel à se plonger dans une épopée. Et de ce point de vue-là, James Cameron fait d'Avatar 3 son film le plus ouvertement mythologique. Celui qui embrasse le plus la forme d'un poème épique qui enchaînerait ses péripéties comme Hercule enchaîne ses travaux. Et il le fait avec cette soif d'universalité, de remix de nos mythes ancestraux dont il interroge la valeur et l'importance par le prisme de ces nouveaux outils de narration. Il y fait converger ses influences, ses trames narratives, ses symboles, jusqu'à ce climax dément, alors qu'il y a certes des airs de best-of des deux premiers, mais qui a justement le devoir de boucler la boucle pour mieux la briser. Parce que oui, Avatar 3 se repose en partie sur la notion d'éternel retour, sur l'idée d'un cycle du héros et du monomythe tel que l'a théorisé Joseph Campbell. Mais je pense aussi que Cameron est un fin mythologue, et qu'il a su voir au-delà de la surface des écrits de Campbell qu'on peut caricaturer par cette approche répétée du mythe. Pour moi, ce que raconte l'arc d'Avatar 2 et 3, c'est que le retour des humains n'est pas le signe d'un retour en arrière, et l'annonce d'un combat pour la protection du monde tel qu'il était avant. Ce que Jake met du temps à comprendre, en particulier dans La Voix de l'eau, c'est qu'il ne peut pas forcer un statu quo qu'il a lui-même bouleversé dans Avatar 1. De Feu et de Cendre, c'est un film sur l'acceptation d'un changement radical, celui que reflètent Spider, Kiri et Loak, et qu'il est dur de lâcher pour les autres personnages. D'ailleurs, le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell le formule très bien. Le héros mythologique est le champion des choses à venir et non de celles passées. Le dragon qui doit périr de sa main est précisément le monstre du statu quo. Avatar 3 n'est pas qu'un film sur la famille, c'est un film sur le collectif, sur le partage de la charge héroïque que Jake et Neytiri ne peuvent pas porter seuls. Et je pense que James Cameron tisse un lien entre cette thématique et le partage de son film au monde comme expérience collective et immersive. Si Joseph Campbell est aujourd'hui pas mal critiqué pour ses théories très liées à la psychanalyse de Jung, mais en version assez simplifiée, il en a néanmoins tiré une formule que je trouve très belle pour parler de l'universalité des mythes. Un mythe est un rêve public, et un rêve est un mythe privé. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la chanson un peu naze de Miley Cyrus pour le générique de fin d'Avatar 3 s'appelle Dream as One, rêver ensemble. L'expérience d'Avatar, c'est le rêve collectif, l'usage des outils les plus perfectionnés du cinéma pour créer un véritable mythe moderne. Que voulez-vous, James Cameron est juste trop fort. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo où vous saviez de toute façon que j'allais un peu m'emporter. C'était sûr!
Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. N'hésitez pas en tout cas à aller sur le site d'Écran Large parce qu'on va beaucoup reparler d'Avatar 3 avec les avis différents de la rédaction. Et si vous voulez continuer l'expérience, je vous renvoie à ma vidéo sur Avatar 2 où j'essaie d'expliquer avec la Bible et des lignes de fuite en quoi c'est un chef-d'œuvre total. Allez, à la prochaine.